Madame l'adjointe au maire, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je souhaite commencer en adressant quelques remerciements, même s'il y en a déjà plusieurs qui ont été faits, pour que cette conférence ait pu être organisée. Alors je remercie d'abord tout particulièrement les jeunes de la mission locale Haute-Garonne et de la mission locale Toulouse, d'Info Jeunes Occitanie et les jeunes ambassadeurs des droits, nos jeunes JAD, qui vont dans les écoles parler justement des droits de l'enfant et de la lutte contre les discriminations. Je remercie Lola Lamazer, qui est étudiante à Sciences Po Toulouse, qui assurera l'animation de la table ronde, qui était d'ailleurs une jeune JAD l'année dernière. Et je salue d'ailleurs l'ensemble des intervenants à cette table ronde, que je remercie pour leur présence, parce que sans vous, on ne fait pas de table ronde. Je remercie également FAS Grand Toulouse et Madame Amoureau, qui est correspondante RSE Inclusion du MEDEF, qui ont contribué aussi à la réussite de cet événement. Et puis enfin, je remercie bien sûr la mairie de Toulouse pour la mise à disposition de la salle et l'équipe du pôle régional du Défenseur des droits, Romain Blanchard et David Roy, pour l'organisation. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur ce baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi. C'est important de parler des discriminations dans notre société parce qu'elles ont des conséquences graves sur finalement notre démocratie, notre République. Elles sont des atteintes à l'égalité. Du point de vue des victimes, elles ont un impact très concret sur les victimes, évidemment dans leur parcours de vie professionnelle, mais aussi, on sait, dans leur parcours de vie familiale, dans l'accès au logement, dans l'état de santé, et j'y reviendrai. Et puis, ce que je vous disais, du point de vue de la société, c'est quand même une menace pour le pacte républicain et pour la mise en cause du principe d'égalité, qui est quand même inscrit dans nos frontons de nombreuses des mairies et pas que, liberté, égalité, fraternité. Il est important de parler des discriminations parce qu'elles sont en fait mal identifiées, du coup elles sont insuffisamment dénoncées, et nous sommes le recours pour les victimes de discrimination, et donc on est bien placé pour constater finalement cette question du non-recours sur lequel je reviendrai. Depuis 10 ans que l'institution du Défenseur des droits existe, nous sommes saisis d'un nombre croissant de réclamations. En moyenne, c'était à peu près autour de 5000, 5002 par an. Et avec la création de la plateforme antidiscrimination, pour 2021, on est au-dessus de 6000, plus de 25% d'augmentation. Mais ça ne représente pas du tout l'ensemble des discriminations. Je pourrais dire que le recours, finalement, c'est un peu le haut de l'iceberg. Et on sait bien que dans l'iceberg, ce qui est en dessous de l'eau est ce qui est le plus important. Et c'est ce qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à évaluer. Et il est donc absolument indispensable, si on veut lutter contre les discriminations, d'abord de mieux les connaître, de les quantifier, d'en décortiquer aussi les mécanismes. Et c'est dans cet objectif que depuis plus de 10 ans, avec l'Organisation internationale du travail, on a créé un baromètre à partir d'une enquête d'un échantillon, auprès d'un échantillon représentatif de la population active. Nous essayons finalement d'éclairer comment les individus perçoivent ces discriminations dans le milieu professionnel. Le champ de l'emploi étant particulièrement important, et il reste vraiment le premier domaine dans lequel nous, défenseurs des droits, nous sommes saisis en matière de discrimination, tous critères confondus. Cette édition est la 14e édition du baromètre, et on a choisi de la consacrer à un public auquel j'accorde une grande importance, c'est la jeunesse. Parce que quand je suis arrivée dans cette institution, finalement, j'ai été frappée à la fois du fait que la jeunesse nous saisit peu, et toutes les études montrent qu'elles sont beaucoup en non-recours de leurs droits. Et je me suis dit, donc il faut essayer de s'adresser à eux, d'où l'intérêt de ce baromètre sur les discriminations dans l'emploi, avec un focus sur la jeunesse. Et puis il m'a semblé intéressant de venir en faire une présentation en Occitanie, particulièrement à Toulouse, qui est une ville jeune, pleine de dynamisme, et votre présence, d'ailleurs, aujourd'hui, confirme l'intérêt. Et puis vous vous doutez bien, une petite pensée particulière pour Dominique Baudis, qui a été le premier défenseur des droits il y a 10 ans, quand l'institution a créé. C'est une occasion pour moi de lui rendre hommage. Vous savez que l'institution du Défenseur des droits a été créée il y a 10 ans en réunissant plusieurs institutions qui existaient avant. La HALD, sur le côté discrimination, le défenseur des enfants, le médiateur de la République, toute la partie qui était déontologie des forces de sécurité. Il nous est arrivé une 5e compétence, c'est la protection des lanceurs d'alerte. Alors, avant qu'Émilie Bourgeat vous expose de façon très concrète les résultats de ce baromètre, moi, je voudrais quand même en dire 2 mots.
D'abord, les raisons qui ont motivé le choix de ce thème et les démarches dans lesquelles ça s'inscrit, et puis peut-être les principaux enseignements à en tirer. Donc, je vous l'ai dit, premièrement, on a voulu se focaliser sur les jeunes. Et les jeunes, alors on l'a pris dans une dimension un peu large, 18-34 ans, mais parce qu'on voulait aussi les débuts de la vie professionnelle, et pas simplement le fait de rechercher un emploi, mais aussi comment ça se passe au début de la vie professionnelle. Et la crise sanitaire, elle a révélé la vulnérabilité des jeunes actifs et actives. Leur taux d'emploi a diminué 4 fois plus que l'ensemble de la population active en 2020. Et évidemment qu'il y a un lien avec les questions de discrimination. En 2021, près de la moitié, alors je vous parle de l'institution, des réclamations que nous avons reçues en matière de discrimination concernaient l'emploi. La moitié, enfin 25%, 25,9% sur l'emploi privé et 20% sur l'emploi public. Mais ces réclamations, c'est qu'une partie des discriminations. Ce qui est aussi très frappant, c'est le nombre de personnes qui ne nous saisissent pas, pour plusieurs raisons. D'abord, une partie où on se demande finalement à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va bien pouvoir résoudre, et puis une peur des représailles. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment importante. On a voulu aussi identifier dans ce baromètre, finalement, comment se construisent et se maintiennent les discriminations et l'impact que ça a sur le parcours des gens. Et nous avons cherché à analyser aussi ce qui les alimente, les préjugés, les stéréotypes, les conditions de travail, les interactions spécifiques, finalement, au domaine de l'emploi et aussi des inégalités socio-économiques. Pour éclairer la dimension systémique de ces discriminations, nous avons adopté 3 perspectives qui sont à la fois originaires et complémentaires. D'abord, une perspective globale. Les discriminations vécues par les jeunes doivent être replacées dans le cadre plus large des inégalités socio-économiques et aussi des discriminations qui structurent l'ensemble de la société et qui les affectent plus particulièrement. Les discriminations et les inégalités, elles ne se recoupent pas totalement, mais en fait, elles peuvent à la fois se cumuler et se consolider l'une et l'autre. Une perspective, je dirais, plus micro ensuite, c'est analyser la dimension systémique des discriminations. Ça suppose aussi de porter une attention rigoureuse aux comportements stigmatisants, aux micro-agressions, aux attitudes discriminatoires routinières et répétitives. Le précédent baromètre, d'ailleurs, l'avait montré, les discriminations au travail s'inscrivent dans un continuum d'attitudes hostiles, allant de propos et de comportements stigmatisants à tout un éventail de situations de dévalorisation et qui, au bout du compte, aboutissent à un harcèlement discriminatoire. Et puis le troisième point, c'était une perspective sur les conséquences de ces discriminations. Les discriminations vécues par les jeunes peuvent avoir des conséquences lourdes, je vous le disais, sur la santé physique et mentale, sur l'accès au logement, sur la formation, sur le parcours professionnel, que ce soit d'ailleurs au moment des faits ou durablement. Et deuxièmement, je voulais vous maintenant souligner rapidement quelques enseignements à tirer du baromètre, mais Émilie, après, vous le présentera de façon beaucoup plus globale. Moi, ce qui me frappe d'abord dans ce baromètre, c'est plus d'un jeune sur 3 qui rapporte avoir vécu une situation de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans le cadre à la fois de la recherche d'emploi et de sa carrière. 1 sur 3, c'est plus que dans la population en général, puisque nos études tous les ans nous le montrent, c'est 1 sur 5. Donc, à la fois chez eux une fréquence des discriminations plus importante et certainement une conscience plus importante de ces discriminations. Le second point qui me paraît très important, c'est aussi la question du non-recours. Et je vais y revenir après, c'est quand même 4 sur 10 disent n'avoir rien fait. Une fois qu'ils disent avoir été victimes de discrimination. Et je vais revenir là-dessus. Mais déjà sur quand même ces premiers chiffres qui sont assez importants, notre étude, elle est toujours dans une approche intersectionnelle. Et quand on dit ce mot-là, je sais comment ça peut éveiller tous les fantasmes. C'est pas très compliqué, c'est juste à quel moment il y a plusieurs critères de discrimination qui se cumulent. C'est simplement ça de dire. Et il est assez frappant que, si je prends un exemple, les jeunes femmes qui sont perçues comme non blanches, dont les revenus nets sont inférieurs à 1 300 € par mois, déclarent 2 fois plus de discrimination que les jeunes du même âge. Voilà, c'est simplement un cumul d'être femme, d'être perçue comme non blanche et d'être plutôt dans des bas salaires. Et bien ce cumul fait que ces femmes-là déclarent 2 fois plus de discrimination. Et donc c'est intéressant d'étudier ces questions-là.
parce que ça montre un peu les populations qui peuvent être victimes de discrimination, et puis comment les questions de précarité peuvent entraîner des discriminations, et dans l'autre sens, comment la discrimination aussi, évidemment, mais les personnes en situation de précarité. Et puis l'autre chiffre donc, que je vous ai dit, c'est le fait que près de 4 jeunes sur 10 disent n'avoir rien fait à la suite des faits, sur les jeunes entre 18 et 34 ans, et chez les femmes, c'est 5 sur 10. Ça aussi, c'est intéressant à entendre. Pourquoi elles y vont encore, je dirais, elles ne font rien quand elles sont victimes de discrimination. Et ça, évidemment, ça nous interroge énormément, parce qu'on se dit c'est des personnes qui ne nous saisissent pas, et on cherche à comprendre pourquoi. Il y a vraiment le côté, on a l'impression que ça ne sert à rien, qu'est-ce qui va se passer après, est-ce qu'on va être rétabli dans les droits? Et puis il y a quand même une autre chose, moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est la peur des représailles. La peur que, quand on est dans l'emploi, la situation se dégrade encore plus. Quand on est à l'université, moi je suis très frappée de jeunes à l'université qui nous disent, de jeunes en situation de handicap, qui nous disent « non, 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 je ne veux pas vous saisir, j'ai peur que ça impacte la poursuite de mes études ». Et on a vraiment des cas très concrets. Et je pense que ça aussi, ça doit nous interroger à partir du moment où on porte une réclamation. Cette question des représailles est inquiétante. Alors pour terminer, je voudrais quand même rappeler que saisir l'institution du défenseur des droits est gratuit. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est confidentiel. C'est-à-dire qu'évidemment, on avance avec le réclamant sur ce qu'on peut dire, pas dire, et qu'il peut y avoir tout à fait une première étape où il y a besoin d'exposer sa situation, et on voit comment on peut avancer. La plateforme antidiscrimination.fr qui a été lancée il y a 1 an à l'initiative du président de la République, avec un numéro de téléphone, le 3928, un chat sur le antidiscrimination.fr, est un premier recours parce que c'est un endroit où vous pouvez appeler et exposer votre situation et qu'on puisse vous dire est-ce que ça rentre dans notre champ ou pas, et puis quels sont les recours que vous avez, qu'est-ce qui est possible, et il n'y a aucune obligation derrière, je dirais, de nous saisir directement. Et je voudrais vous redire à quel point cette lutte contre la discrimination, les discriminations, est essentielle pour la cohésion sociale, pour la confiance que la jeunesse peut avoir dans nos institutions, dans notre démocratie. Et je pense que c'est absolument capital. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne table ronde. Je reste bien sûr avec vous parce qu'on pourra après dialoguer les questions. Je sais juste que j'ai une petite interview avec France 3 à un moment, mais je reste avec vous et je vous remercie.